Bonjour à tous. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Ça a l'air de bien marcher. Ok, parfait. Donc, je m'appelle Mathilde Malin, je suis doctorante au LESIA, c'est le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qui fait partie de l'Observatoire de Paris. Et je vais vous parler aujourd'hui du James Webb Space Telescope, qui est un télescope sur lequel je travaille entre autres pendant ma thèse. Et je vais commencer en vous parlant un petit peu de l'origine du projet, jusqu'en allant étape par étape au fur et à mesure du projet, jusqu'en arrivant aux premiers résultats scientifiques qui sont arrivés cet été et qui continuent d'arriver en continu un peu tous les jours maintenant d'ailleurs. Donc en quelques mots, le James Webb, c'est un nouveau télescope qui est dans l'espace. Et on va commencer par se demander un peu qu'est-ce qu'un télescope et pourquoi on cherche à envoyer des télescopes dans l'espace. Donc un télescope, c'est un instrument optique qui va analyser la lumière qu'il reçoit. Il va recevoir de la lumière qui va être collectée par un grand miroir, comme vous pouvez voir sur cette image ici. Donc là, l'exemple que j'ai choisi, c'est un télescope qui est situé sur la montagne du Mauna Kea, à l'observatoire du Keck à Hawaï. Et on peut voir ici un miroir qui ressemble un peu à celui de James Webb, c'est ce qu'on appelle un miroir segmenté. Si on segmente les miroirs, c'est aussi pour avoir une technique en tout cas de faire des miroirs beaucoup plus grands. Donc ça, c'est l'exemple d'un miroir qui fait 10 mètres, qui sont à l'observatoire du Keck. Et donc cet instrument optique, ce télescope, ça va permettre d'augmenter la luminosité et aussi la taille apparente des objets célestes qu'on cherche à observer. Donc il y a évidemment énormément de télescopes au sol, comme l'exemple qu'on a ici. Mais on va aussi chercher à avoir des télescopes dans l'espace pour plusieurs raisons. C'est que quand la lumière des objets arrive jusqu'à nous, qu'on va chercher des objets qu'on cherche à étudier, elle va devoir traverser l'atmosphère terrestre. Et ça peut être problématique dans certains cas. Donc il y a plusieurs problématiques. La première, c'est la turbulence atmosphérique. C'est que quand la lumière, l'onde lumineuse des objets nous parvient, elle va être déformée par l'atmosphère. Donc c'est dû aux tous les phénomènes, tous les mouvements des fluides qu'on va pouvoir avoir dans l'atmosphère terrestre à venir déformer l'onde. Et ça va être une première problématique. Donc pour ça, on va chercher à aller construire nos observatoires en altitude. Là, on a moins d'atmosphère à traverser. Et aussi là où la qualité de l'atmosphère est meilleure, c'est-à-dire, par exemple, ici, Mauna Kea, au-dessus d'un volcan, on va avoir une qualité d'atmosphère bien de meilleure qualité que ce qu'on peut avoir dans d'autres endroits, ou alors se situer dans des déserts, comme on peut avoir aussi le désert d'Atacama au Chili, où sont construits la plupart des grands observatoires. Et aussi, on va chercher à s'éloigner des villes, pour ne pas avoir de pollution lumineuse. Donc les observatoires sont quand même très reculés et dans des endroits assez difficiles d'accès. Donc à Hawaï, en plein milieu de l'océan Pacifique, ou au Chili, qui est aussi assez difficile d'accès. Au Chili, on retrouve, donc là, c'est vrai que j'ai mis un exemple américain, mais au Chili, on a surtout l'observatoire européen, l'ESO, avec notamment le VLT, sur lequel il y a 4 télescopes de 8 mètres, donc ce VLT qui est un observatoire très utilisé aussi en Europe. Et enfin, un autre problème de l'atmosphère, c'est que ça absorbe une partie de la lumière, donc il y a une partie du rayonnement lumineux qui va être absorbée par l'atmosphère, et ça, on a beau se situer encore un peu plus en altitude, ou essayer de corriger tous les effets de déformation de l'atmosphère, on n'a pas d'autre solution que de devoir aller dans l'espace pour voir un peu toute la diversité de la lumière. Donc c'est pour ça que pour s'affranchir des limites imposées par l'atmosphère, on a commencé à envoyer des télescopes dans l'espace dès la fin des années 80-90. Et le plus connu des télescopes spatiaux, c'est le Hubble Space Telescope qui a été lancé en 1990. Et en fait, en réalité, c'est vraiment très complémentaire avec les observatoires qu'on a au sol. Donc on va avoir d'autres contraintes en envoyant des télescopes dans l'espace, comme les contraintes de taille déjà tout simplement. Mais voilà, on va avoir une grande complémentarité et c'est pour ça qu'on cherche à avoir des télescopes aussi dans l'espace. Donc Hubble, vous en avez certainement déjà entendu parler, et c'est celui que j'ai choisi de vous présenter puisqu'on le compare énormément à James Webb. C'est aussi le plus populaire dû à sa longévité, puisque depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il continue de faire la science, et énormément d'images de Hubble ont un peu révolutionné la vision qu'on a aujourd'hui de l'univers. Et il a notamment eu un très grand impact sur le grand public avec toutes ces images-là qu'on peut retrouver un peu partout, même d'ailleurs jusque dans la pop culture. Alors pour lancer un petit peu plus sur l'historique du projet de Webb, donc le slogan un peu quand le projet a été lancé, c'était de voir toujours plus loin et toujours mieux. Annoncé dès 1989, donc toujours très longtemps à l'avance pour lancer un projet d'un télescope spatial. Donc Hubble n'était même pas lancé, qu'on réfléchissait déjà au prochain projet. Et la première étape, c'était d'avoir un télescope avec un diamètre beaucoup plus grand. Un diamètre beaucoup plus grand, ça veut dire avoir un télescope beaucoup plus sensible, qui va pouvoir observer des objets beaucoup plus fins, beaucoup plus faibles, puisqu'avec un plus grand télescope, un plus grand miroir, on va pouvoir recevoir beaucoup plus de lumière, collecter beaucoup plus de lumière à la fois. En plus de ça, après Hubble, qui était un télescope qui observait plutôt la lumière visible, ultraviolette et un petit peu l'infrarouge proche, la suite logique, c'était d'avoir un télescope qui fonctionne dans l'infrarouge, puisque ça permet d'observer plus loin dans l'univers, mais on en reparlera un petit peu après.
Le problème de l'infrarouge, c'est que c'est la lumière qu'émettent tous les objets à température ambiante, dont la Terre elle-même émet du rayonnement infrarouge. Donc si on veut un télescope en infrarouge, il va falloir aller beaucoup plus loin. Donc plutôt prévoir un télescope qui va être en orbite très haute ou sur la Lune. Ça, c'était les objectifs à la fin des années 90. Ce qui apporte énormément de nouveaux enjeux et de défis technologiques pour pouvoir réaliser ce télescope. Alors pour le comparer un petit peu plus avec Hubble, vu que je viens de vous parler de Hubble aussi, donc on va avoir un miroir beaucoup plus grand entre Hubble et James Webb. Donc on va passer un miroir de 6,5 mètres. Donc un miroir du coup qui va être obligé d'être segmenté. Pour pouvoir faire un miroir aussi grand, on est obligé de faire des petits morceaux de miroir qu'on va venir mettre ensemble. Hubble était situé à 570 km, James Webb sera situé à 1,5 million de kilomètres. Donc au niveau des couleurs d'observation, j'en ai déjà parlé, donc Hubble en ultraviolet visible et un tout petit peu d'infrarouge, et James Webb uniquement en infrarouge. Et le fait que James Webb soit situé aussi loin, ça veut dire qu'il n'y aura aucune maintenance possible en orbite, ce qui n'était pas le cas de Hubble. Hubble d'ailleurs, quand il a été envoyé dans l'espace, et c'est avéré qu'il était myope au début, il a fallu que des astronautes aillent retourner voir le télescope pour mettre des lentilles pour pouvoir le corriger. Et il y a aussi tous les instruments de Hubble qui ont été changés plusieurs fois, ce qui d'ailleurs fait qu'il a eu autant de longévité, qu'il a fait autant d'observations. Ce ne sera pas du tout le cas de James Webb. Ce sera impossible d'envoyer des astronautes le réparer. Donc là, ça apporte un nouvel enjeu, un nouveau challenge, où il faut que le télescope soit parfait directement quand on l'envoie. Et voilà, donc du coup, Hubble permettait d'observer des objets jusqu'à 12,5 milliards d'années. Webb, l'objectif, c'était aussi de pouvoir observer des objets beaucoup plus loin, beaucoup plus jeunes, donc jusqu'à 13,5, enfin du coup des objets plus vieux, mais donc des galaxies naissantes, jusqu'à 13,5 milliards d'années. Mais j'en détaillerai ça un petit peu après. Donc pour appuyer un peu plus sur pourquoi observer en infrarouge, donc le rayonnement infrarouge n'est pas visible par l'œil humain, et c'est très difficilement observable depuis le sol, puisque l'atmosphère absorbe une grande partie du rayonnement infrarouge. Donc si on regarde un peu le spectre électromagnétique ici de la lumière, donc on va des rayons gamma, rayons X, donc qui sont les toutes petites longueurs d'onde lumineuses. Ensuite, on passe au domaine visible, infrarouge, ensuite les micro-ondes, puis les ondes radio qui sont beaucoup plus grandes. Et si on voit sur l'image juste à côté, donc les rayons gamma, les rayons X traversent assez peu l'atmosphère, et pareil pour l'infrarouge, alors que le visible va pouvoir traverser l'atmosphère et pouvoir être observé. Les télescopes qui sont indiqués en bas ici, vous les connaissez peut-être pas, donc c'est le Rubin et l'ELT, donc c'est des télescopes qui sont en construction, donc c'est les grands prochains projets de télescopes au sol. Et donc Webb, vous pouvez le voir juste ici, qui va observer l'infrarouge. Si on s'intéresse aux micro-ondes et aux ondes radio, donc ce sont des ondes qu'on peut aussi observer depuis le sol, mais elles sont tellement grandes qu'on va avoir besoin de construire des très très grands télescopes. Donc c'est plutôt souvent des grandes antennes, des réseaux d'antennes pour pouvoir observer les ondes radio et les micro-ondes, donc comme ALMA et SCA qui sont indiqués ici. Donc ça, c'est un peu pour toute la complémentarité de tous les domaines de la lumière qu'on va chercher à observer. Et donc sur la petite image du spectre électromagnétique, on voit qu'il y avait déjà un télescope en infrarouge proche, donc c'était le Spitzer Space Telescope, mais qui avait un diamètre beaucoup plus petit. Donc c'est pour ça que ce n'était pas suffisant. Si on voulait regarder des objets beaucoup plus loin, des objets beaucoup plus faibles, il fallait un télescope beaucoup plus grand. Et alors maintenant, pourquoi absolument vouloir s'embêter à envoyer un grand télescope spatial pour étudier l'univers dans l'infrarouge ? Alors, il se trouve que l'univers est en expansion, donc ça a été montré par Hubble il y a déjà très longtemps, ce qui veut dire que tous les objets s'éloignent de nous. Et quand les objets s'éloignent, leur couleur va être décalée de plus en plus vers le rouge. Ça, c'est dû à un effet qui s'appelle l'effet Doppler, donc la taille des ondes vont être modifiées quand les objets s'éloignent. Et pour expliquer ça un petit peu, si vous ne connaissez pas forcément ce que c'est l'effet Doppler, c'est un peu la même chose qui se passe pour les ondes sonores. Donc quand on a un objet qui s'approche, les ondes vont être plus petites, donc la fréquence va être plus élevée. Et quand un objet s'éloigne, on va avoir son son qui va être beaucoup plus grave. Ça, c'est un peu le phénomène de l'ambulance qui passe devant nous. Donc c'est exactement pareil pour les ondes lumineuses. Un objet qui s'approche, les ondes vont être plus petites, donc plus bleues, alors qu'un objet qui s'éloigne, les ondes vont être plus agrandies, donc plus rouges. Donc plus on va chercher à regarder dans le rouge, dans l'infrarouge, donc des objets qui sont beaucoup plus décalés, on va pouvoir voir des objets beaucoup plus loin. Et donc voir des objets beaucoup plus loin, c'est revenir un peu à la naissance de l'univers et pouvoir observer les premières galaxies. Donc ça, c'était vraiment les objectifs au moment du lancement du projet de James Webb, c'était de pouvoir observer les premières galaxies qui sont nées après le Big Bang. Je vous disais tout à l'heure, 13,5 milliards d'années. L'univers aujourd'hui est estimé à 13,8, 14 milliards d'années. Donc c'est vraiment retrouver les premières galaxies, les premières galaxies qui sont nées. En plus de ça, observer en infrarouge, ça va permettre d'observer la formation donc, des galaxies, mais aussi la formation des étoiles. Parce que les étoiles se forment dans des cocons de poussière, et ça, la poussière émet en infrarouge. Donc observer en infrarouge, on va pouvoir observer ces régions-là, qui sont complètement impossibles à observer depuis le sol.
Donc observer les régions froides, poussiéreuses où se forment les étoiles, et ce qui va révéler aussi, donc les étoiles massives, révéler aussi comment se structure tout cet environnement. Et on le verra du coup sur les premières images de web un petit peu toutes ces étapes-là. Donc ça, c'est vraiment les objectifs. À la fin des années 90, vous verrez qu'il y a plein d'autres objectifs qui sont ajoutés par la suite. Donc maintenant, l'historique du projet, maintenant qu'on sait pourquoi exactement on veut construire un télescope. Donc c'est en 1997 que le projet est réellement lancé avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne qui vont rejoindre la NASA dans ce projet. Ils vont passer plusieurs années à définir les grands objectifs scientifiques, donc 3 ans pour définir un peu toute cette mission et quel type de télescope il va falloir. En 2001, ils vont enfin fixer donc, le télescope avec un miroir de 6,5 mètres, donc il va pouvoir lancer un peu l'enjeu technologique derrière. En 2002, il sera renommé le James Webb Space Telescope, donc ça c'est vraiment une tradition que font tous les astronomes sur tous les télescopes. Pendant tout le lancement du projet, il était nommé le Next Generation Space Telescope, donc le télescope de nouvelle génération. À chaque fois qu'un nouveau projet est lancé, c'est souvent ça, c'est le prochain télescope, le plus grand télescope, et il sera renommé une fois que le projet est vraiment défini. Alors pourquoi James Webb? James Webb, c'était un administrateur de la NASA, donc au XXe siècle, qui a été le second administrateur général et qui travaillait à la NASA notamment pendant les missions Apollo, donc quelqu'un de très important à ce moment-là. James Webb, c'est un nom qui a quand même été assez controversé puisque traditionnellement les télescopes étaient renommés avec le nom d'un scientifique. Là, c'était un administrateur et surtout au début des années 2000, on avait un peu envie quand même de mettre un peu plus les femmes en avant et donner des noms de femmes enfin aux instruments. Et d'autant plus, James Webb n'était pas forcément quelqu'un de beaucoup apprécié dans la communauté. Bon, malgré tout, la NASA a refusé de changer le nom, ça restera James Webb. Encore plusieurs étapes pour lancer les enjeux scientifiques derrière. Et en 2007, enfin, tous les accords vont être signés entre les différents acteurs. Donc, je vous ai parlé de la NASA, de la CSA et de l'ESA, mais en fait, c'est énormément de groupes qui vont contribuer à un projet de telle ampleur pour la construction du télescope. Donc plein de laboratoires, plein d'universités, plein de constructeurs, plein d'entreprises. Donc tous les accords seront signés en 2007. En 2007, on se pensait à ce moment-là que ce serait un télescope qui coûterait beaucoup moins cher que ce qu'il a réellement coûté, et on s'attendait à un lancement en 2013. Donc très rapidement, ça a été redécalé, mais voilà, c'était ce qui était lancé, et ce qui était annoncé en tout cas en 2007. Alors, je vais passer à une présentation un peu plus détaillée du télescope. Donc on a une première partie, donc la partie qui est en haut sur cette image du télescope, qui sera toujours pointée vers l'objet qu'on cherche à observer, et la seconde partie, donc la partie basse ici du télescope, qui sera constamment pointée vers la Terre et vers le Soleil. Donc toute cette partie-là sera la partie chaude, donc aux alentours de 85 degrés Celsius. Donc on a le panneau solaire qui va apporter un peu d'énergie au télescope, l'antenne de communication qui va continuellement apporter les données, récupérer les données, les envoyer sur la Terre, la plateforme tout simplement du satellite, et ensuite on a un grand bouclier solaire, puisque vu qu'on a des instruments qui fonctionnent en infrarouge, on a besoin que nos instruments soient constamment refroidis, gardés au froid. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu aussi très important de l'infrarouge, et ce qui fait que ça a mis aussi autant de temps, c'est qu'il fallait construire un bouclier thermique pour passer de 85 degrés à moins 233 degrés Celsius, ce qui est assez énorme et assez colossal pour lancer quelque chose comme ça. Donc ce qui a été fait, c'est un bouclier solaire de 5 épaisseurs, ce qui fait que les rayons solaires vont être reflétés continuellement d'une couche à une autre, ce qui fait qu'arrivé complètement de l'autre côté, on va pouvoir avoir plus du tout de lumière solaire et avoir des instruments qui restent bien refroidis. Donc on a toute la lumière qui arrive sur le miroir primaire, qui va être ensuite renvoyée vers le miroir secondaire et partir ensuite au milieu. Et ce qu'on ne voit pas trop bien ici, mais je vous en montrerai un petit peu après, c'est le module scientifique. Et dans ce module scientifique, on va avoir tous les instruments qui vont analyser la lumière et nous renvoyer directement les données. Donc le miroir qui sert à directement collecter toute la lumière qui est ensuite renvoyée dans les instruments. Alors en ce qui concerne sa taille, Hubble faisait à peu près la taille d'un bus. James Webb fait la taille d'un terrain de tennis, donc c'est un télescope qui est vraiment immense. Donc il fait 21 par 14 mètres. Et pour fabriquer un télescope aussi grand, ça prend énormément de temps. Le module scientifique, donc avec tous les instruments, a été terminé en 2015. Donc les instruments ont été construits dans plein d'endroits différents. Dans mon laboratoire, au LESIA, ce sont les coronographes qui ont été construits, donc une petite partie d'un petit instrument. Il y a une autre partie de cet instrument-là qui a été fabriqué dans un laboratoire à Paris, au CEA par exemple, une autre partie en Angleterre. Donc tout ça a été intégré aux États-Unis donc en 2015. En ce qui concerne la partie optique, ça a été aussi intégré en 2015, et ces deux parties-là ont été remises ensemble l'année suivante, en 2016.
Chaque élément, donc par exemple le module de propulsion en 2015 aussi, donc ce qu'on appelle le Sun Shield, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc pour cacher les lumières du soleil aussi en 2018, etc. Et donc tout l'élément plus du vaisseau a été intégré ensemble en 2019, ce qui a permis d'avoir l'observatoire entièrement intégré en 2020 pour le lancement, donc fin 2021. Donc ça prend énormément de temps. Et maintenant, je vais vous parler du lancement du télescope, qui est un peu ma partie préférée, parce que j'avais la chance d'être sur place en Guyane et d'avoir vécu un peu ces dernières semaines qui étaient assez intenses. Ça a pris plusieurs mois entre le moment où le télescope, enfin 2 mois en tout cas, entre le moment où le télescope est arrivé en Guyane et le moment où il a réellement été lancé. Alors pourquoi la Guyane française ? Donc, il a été lancé depuis Kourou, en Guyane française, dans la forêt amazonienne. Et en fait, c'est un des meilleurs endroits au monde pour lancer des fusées. Comme c'est situé proche de l'équateur, la vitesse de rotation de la Terre va donner une poussée supplémentaire qui va permettre de pouvoir un peu mieux envoyer la fusée. En plus de ça, la Guyane a à la fois un océan à l'est et au nord, ce qui permet d'envoyer dans toutes les directions possibles. C'est aussi une zone dans laquelle il n'y a aucun risque de cyclone, aucun risque de tremblement de terre, donc vraiment une grande stabilité, donc un lieu très très fiable. Donc voilà, on avait au moment où ils ont choisi la Guyane française, il y avait une grande jungle, donc forcément c'était un endroit où on pouvait construire une zone spatiale comme ça. Et surtout, donc pourquoi Ariane 5 ? C'est que Ariane 5, c'est des lancements depuis 1968, des clients dans le monde entier qui ont quasiment toujours été satisfaits. Il y a eu très très peu d'échecs et plus de 250 lancements déjà d'Ariane 5, donc fait qu'on avait vraiment une grande fiabilité aussi au niveau de la fusée, donc à la fois au niveau du lieu et aussi au niveau de la fusée. Donc c'est pour ça que Ariane 5 a été choisi pour le lancement de ce télescope. Alors je vous le disais tout à l'heure, le télescope fait la taille d'un terrain de tennis. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une maquette d'Ariane 5, si certains ont déjà été à la Cité de l'Espace, à Toulouse, on la voit très bien. Mais c'est immense, mais ce n'est pas si grand que ça. Donc rentrer un télescope qui fait la taille d'un terrain de tennis dans une fusée, ça reste un nouveau défi. Donc voici ce qui s'est passé. J'ai une petite animation. Donc, ce n'est pas à l'échelle pour le moment, mais ça le sera juste après. Donc voilà à l'échelle ce que ça donne. Donc on voit que le télescope est quand même assez grand et qu'il ne pourra pas rentrer dans la coiffe de la fusée. Donc il a été fabriqué de manière à ce qu'il soit entièrement replié au moment du lancement. Donc pour pouvoir être mis dans la coiffe qui a été du coup entièrement adaptée pour ce télescope. Donc pour parler un petit peu plus en termes de chiffres, si jamais vous voulez un peu plus de détails, donc le télescope faisait une hauteur de 8 mètres, une fois replié, donc la hauteur sera un peu plus grande, il va faire 10,66 mètres, mais du coup il passera d'une largeur de 21 par 14, enfin d'une taille de 21 par 14 mètres à une largeur de seulement 4,5 mètres, ce qui lui permet de rentrer donc dans la coiffe de la fusée qui fait 17 mètres de hauteur sur 5 mètres de diamètre. Et je disais aussi, je peux le préciser, donc la coiffe de la fusée a été entièrement modifiée de manière à ce qu'elle soit entièrement adaptée au télescope. Donc là, il y a eu énormément de tests qui ont dû être faits au niveau d'Ariane 5 pour vérifier donc il fallait des orifices de ventilation supplémentaires et vérifier que toutes les oscillations fassent que le télescope n'ait aucun problème au moment du lancement. Alors on en arrive au lancement, donc 55 jours avant le lancement, le télescope arrive donc au port de Paria-Cabo, donc à côté de Kourou. Et on a toutes ces étapes dont je vous détaillais un petit peu plus en photo et en vidéo jusqu'à arriver au moment du lancement de James Webb. Donc dans un premier temps, donc c'était le 12 octobre 2021, où le télescope est arrivé en Guyane. Donc, je mets les images parce que je trouve que c'est quand même un paysage assez sympa aussi en plein milieu de la forêt amazonienne. Et donc le télescope a été transporté directement de Californie en bateau, avec ce bateau qui est assez immense, donc c'est les MN Colibri, qui fait plus de 110 mètres de longueur. C'est un port qui est assez immense où arrivent en fait tous les télescopes, mais tous les autres instruments qui vont être lancés tous les satellites qui vont être lancés par des fusées depuis le port spatial de Kourou.
donc il va être transporté comme ça jusqu'à la base spatiale où il sera préparé. Alors il y a quelques photos supplémentaires, du coup c'est un peu similaire. Et le moment où il traverse un peu la forêt pour arriver jusqu'au port spatial. Alors une fois arrivé à Kourou, donc ça c'était le 15 octobre 2021 où il a été un peu déballé, qu'un beau paquet cadeau à déballer. Donc là c'est la préparation du télescope donc dans un bâtiment qui s'appelle le BIL, donc c'est le bâtiment d'intégration lanceur. Donc évidemment une salle blanche pour qu'il n'y ait aucune contamination sur le télescope. Et c'est énormément de personnes de chez Arianespace et de personnes qui travaillaient aussi sur le télescope qui étaient présentes sur place pendant toute cette période-là pour toute la préparation. Ce sont évidemment des manœuvres à chaque fois très minutieuses. J'ai quelques photos supplémentaires aussi. Et notamment celle-ci, on voit que tout est bien vérifié, détail par détail. Alors de son côté, la fusée, la coiffe de la fusée se prépare aussi. Donc traditionnellement, les stickers sont toujours mis sur la fusée. Donc là, on arrive déjà au 3 décembre 2021, où la coiffe de la fusée est prête, le télescope est prêt. Donc maintenant, il va falloir installer le télescope. Alors, j'oublie une étape. Donc le 6 décembre 2021, avant que le télescope puisse être posé sur la fusée, les propulseurs du télescope vont être remplis. Donc ces propulseurs, c'est remplir le carburant dans le télescope qui va être utilisé pour effectuer des corrections de trajectoire si besoin. Donc ce sont les ergoliers qu'on voit, les petits bonhommes qu'on voit ici, en train de préparer le remplissage des carburants. Et enfin, une fois que le télescope est prêt, il va être déplacé dans un autre bâtiment à Kourou. Donc, avant, c'est dans le BIL. Maintenant, ce bâtiment s'appelle le BAF. Donc, c'est le bâtiment d'assemblage final. Et ça, c'était le 14 décembre, où le télescope va être installé sur la coiffe d'Ariane. Donc, il a été soulevé lentement. Donc, c'est plus de 40 mètres de haut pour soulever le télescope pour le poser directement sur la fusée. Et ça ne se passe pas toujours aussi bien que prévu. Donc toute la préparation se passait super bien jusque-là. À chaque fois qu'on avait des nouvelles, on savait que tout se passait très bien. Et arrivé donc le 14 décembre, au moment de cette installation, ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes de connexion entre la fusée et le télescope et qu'il allait falloir repousser le lancement, donc qui était prévu à ce moment-là le 18 décembre ou le 21 peut-être déjà. Et c'est là que ça a été décalé donc au 24 décembre ou au 25 en fonction de la météo, puisqu'il y avait des problèmes de connexion qu'il a fallu de nouveau tout revérifier. Donc ce qu'on appelle l'encapsulation, c'est fait en réalité en 2 journées différentes, donc qui étaient à la fois le 11 et le 17 décembre. Normalement, ça se fait 7 jours avant le lancement. J'ai mis de nouveau une vidéo, puisque je trouve ça assez impressionnant quand on voit le télescope placé directement sur la fusée. Et à côté, vous avez donc une image d'une vue un peu grand champ, donc du haut de la fusée, où on voit la coiffe de la fusée qui est reposée sur le télescope. Donc ça, ce sont les premières étapes, quand le télescope a été soulevé, pour être posé directement sur la fusée. Donc, je ne sais plus si j'ai précisé, mais la fusée fait plus de 50 mètres de hauteur. Et voilà. Donc une fois que la fusée est prête, avec le télescope dedans et que tout fonctionne bien, la fusée quitte le bâtiment qui s'appelle le BAF et va venir rejoindre son pas de tir. Donc là, il me semble que c'est seulement 2-3 km à parcourir, mais ça va être extrêmement lent et la fusée va être tirée par un petit camion. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est le petit camion bleu, juste là. Donc c'est ce petit camion qui tire la fusée sur des rails, la fusée qui est posée sur les rails, afin qu'elle puisse aller rejoindre son pas de tir. Et enfin, donc, la fusée est prête à décoller. Donc ça, ce sont des images qui ont été prises la nuit de Noël, juste avant le décollage, puisqu'entre-temps, il ne faisait pas beau le 24 décembre, le lancement a été décalé, donc le 25 décembre dans la matinée. Et donc voici les fameuses photos du décollage
Et ce que je vous propose, du coup, c'est de vous partager une vidéo du décollage, donc vue depuis le site Ibis. Donc, c'est le nom d'un des sites sur lesquels on peut avoir une bonne vue pour observer. Alors, ce n'est pas le meilleur, puisqu'on n'avait pas accès, nous, au meilleur. Mais voilà, le site Ibis est à 12 km du lancement, et c'est une vidéo qui a été prise par un des collègues qui était avec moi sur place. Et alors, je vais essayer de mettre le son pour que vous puissiez entendre un peu notre réaction d'astrophysiciens qui étaient sur place et qui attendaient ça depuis très longtemps. Je vais mettre le son comme ça. On n'entend peut-être pas très bien, mais... Moi, ça marche pas. Voilà, vous entendez nos réactions un peu très ravis de voir ce lancement. Un peu stressé aussi au début. On entend un de mes collègues qui pensait que la fusée n'allait pas décoller, mais tout marchait très bien. Et donc ce lancement s'est extrêmement bien passé. Le lancement était parfait, donc on entend la trajectoire est nominale, donc ça veut vraiment dire que la trajectoire est absolument parfaite. Donc ça, c'est un post qui a été mis par le PDG d'Ariane Espace, Stéphane Israël, qui a été posté sur les réseaux sociaux, où alors on a 3 paramètres qui nous indiquent un peu la trajectoire de la fusée, donc ce qu'on appelle le semi-major axis, ou le demi-grand axe, l'excentricité et l'inclinaison de l'orbite, et les valeurs prédites, donc on a la valeur minimum, maximum, et les valeurs nominales, et donc la première évaluation sur ce lancement, donc ça a été posté 3 jours après le lancement. On voit les valeurs qui ont réellement été atteintes lors du lancement. Ce sont des valeurs qui sont extrêmement proches de la meilleure valeur possible qu'ils pouvaient avoir. Donc vraiment, c'est un des meilleurs lancements qui n'a jamais été fait par Ariane 5. Donc voilà, il y avait une très grande pression chez Ariane 5 pour ce lancement, enfin chez Ariane Espace tout court pour ce lancement, et la valeur était assez extraordinaire. C'est vraiment un des meilleurs lancements qui ait eu lieu. Et ça a permis, donc, comme il y a eu le télescope n'a pas eu besoin d'utiliser son carburant pour corriger sa trajectoire, ça a permis d'avoir encore plus de carburant prévu dans le télescope et d'allonger en fait sa durée de vie qui était prévue entre 5 ans, 10 ans si vraiment tout se passait bien. Là, on a eu une confirmation que c'était plus de 20 ans de science qui était possible grâce à ce lancement qui était absolument parfait de la part d'Ariane en tout cas. Alors ça y est, le télescope est dans l'espace. Et maintenant, il va falloir qu'il se déplie. Alors, comme vous l'avez vu au début, donc, le télescope est entièrement plié. Donc là, c'est la partie qui va être faite toute seule. Alors, cette partie sur le panneau solaire, donc ça, c'est la première étape, donc le panneau solaire qui se déplie. Ça, on a eu la chance de pouvoir le voir en direct, puisque le lancement s'était tellement bien passé que le bouclier solaire s'est déplié automatiquement au bout de 30 minutes après le lancement. Donc, il y avait la petite antenne juste après. Et en premier, donc, le déploiement du panneau solaire. En tout cas, de la structure du panneau solaire. Enfin, pardon, la structure du bouclier solaire. Donc ça a été, donc tout ce déploiement du télescope a duré un peu plus d'1 mois et c'était encore toute une période très stressante pour tous les ingénieurs puisqu'il y avait plus de 150 points critiques, plus de 150 choses qui pouvaient mal se passer et évidemment tout s'est très bien passé. Donc ça c'est la mise en tension des 5 couches du bouclier solaire. Donc la structure du miroir secondaire et enfin le miroir primaire entièrement déplié. Et là, le télescope est prêt à être allumé et à être opérationnel. Donc pendant qu'il se déplie, il continue son chemin tranquillement. Comme on disait, il a 1,5 million de kilomètres à parcourir, donc il continue son chemin tranquillement pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, une fois qu'il est déplié, il rentre tranquillement en orbite autour de ce qu'on appelle le point de Lagrange L2. Alors pour vous montrer un petit peu, donc on a toujours le côté chaud dirigé vers la Terre et le côté froid dirigé vers les objets qu'il va observer. Donc 1,5 million de kilomètres, c'est bien plus loin que la Lune, qui a environ 380 000 kilomètres. Alors pourquoi le point de Lagrange L2 ?
Donc un point de Lagrange, c'est ce qu'on appelle, souvent on dit, c'est la gravité qui se compense à cet endroit-là, qui permet une certaine stabilité dans l'espace. En réalité, c'est plus si on prend un cas avec donc, le Soleil et la Terre, donc 2 objets en orbite l'un autour de l'autre, en fait, ces points de Lagrange, donc il en existe 5 d'ailleurs, j'ai tous remis sur ce schéma ici, c'est un endroit où le 3e corps, donc de masse négligeable, comme un télescope, va rester immobile par rapport aux 2 autres. Donc, c'est-à-dire que le télescope va suivre la trajectoire en continu de la Terre. Et ça a énormément d'avantages. Donc déjà, on a une très grande stabilité gravitationnelle et ça va permettre d'avoir un débit continu d'informations, enfin, les données vont pouvoir arriver de manière continue jusque sur la Terre. Et en plus de ça, on a une grande stabilité thermique puisqu'on est loin de la Terre, donc on ne va pas être gêné par l'émission thermique de la Terre. Et dernière information sur les points de Lagrange, ce n'était pas le premier télescope qu'on envoyait là-bas, il y a déjà le télescope Gaia et le télescope Planck aussi, qui est déjà situé là-bas, si jamais vous les connaissez. Et du coup, pour mieux visualiser cette orbite, voici ce que ça donne. Donc on a le télescope en continu, donc toujours la même face au niveau de la Terre et toujours la même face au niveau de l'observation des objets qu'on cherche à observer. Alors, pour terminer cette partie sur le lancement, s'il y a quelques infos à retenir, il a été lancé donc, depuis la base de lancement européenne à Kourou, en Guyane française. L'avantage de cette base spatiale, c'est qu'on est près de l'équateur, qu'on a à la fois une fiabilité du lieu et de la fusée. Donc, c'était une fusée Ariane 5 dont la coiffe a été modifiée pour pouvoir héberger ce télescope, donc qui était replié sur lui-même dans la coiffe. C'est un lancement qui s'est extrêmement bien passé, un lancement parfait qui permet de garantir plus de 20 ans de science. Le déploiement du télescope a été effectué donc directement depuis l'espace et avec succès, et il est maintenant positionné à 1,5 million de kilomètres. Et maintenant, je vais continuer en vous parlant de la science. Alors, je vais reprendre cette slide donc, de l'ESA. Vous avez vu que j'ai emprunté plusieurs slides du dossier de presse de l'ESA. Donc, je vous disais, les objectifs principaux pour lesquels le télescope a été construit de point de départ, c'était donc d'étudier les débuts de l'univers, les galaxies naissantes, et les régions de formation d'étoiles. Mais entre les années 90 et un petit peu après, on se rend compte que l'infrarouge, ça a aussi beaucoup d'intérêt pour plein d'autres domaines. Et notamment, il y a eu toute l'expansion de la planétologie et les premières découvertes d'exoplanètes qui font qu'on avait aussi un intérêt ici à aller observer les exoplanètes. Et ça fait partie aujourd'hui d'un des objectifs principaux d'observation faite avec James Webb. Donc étudier les exoplanètes et leur atmosphère, essayer de comprendre un peu plus les systèmes planétaires. Aujourd'hui, c'est 25% de la science au final qui se fait sur les exoplanètes. Donc pas uniquement les objectifs qui avaient été définis dans les années 90. Donc pour atteindre ces objectifs, on a un télescope donc, qui récupère la lumière des objets et qui va l'analyser avec des instruments scientifiques. On ne peut pas uniquement récupérer la lumière des objets et avoir autant d'informations scientifiques sur tout ce qu'on cherche à observer. Donc ça va être analysé grâce à des instruments scientifiques. Ils sont 4 instruments scientifiques. Donc on a NIRCam, NIRSPEC, NIRIS et MIRI. NIRIS, donc c'est à la fois un imageur et un spectro. NIRCam, c'est une caméra. NIRSPEC, un spectro. Et ces 3 instruments qui commencent en NIR, c'est pour NIR infrared, donc des instruments en infrarouge proche. Le dernier instrument, MIRI, c'est pour Mid Infrared Instrument, donc un instrument en infrarouge moyen, donc à plus grande longueur d'onde. Donc ces instruments peuvent faire à la fois des images et de la spectroscopie, c'est-à-dire qu'ils vont décomposer la lumière pour avoir plein d'autres informations. Et avec une grande quantité en fait, de modes d'observation, ce que je vais montrer juste après. Alors je ne vais pas tous vous les détailler, mais c'est vraiment un très grand avantage de James Webb. C'est qu'on a à la fois de l'imagerie, de la spectroscopie, on a une grande gamme de longueurs d'onde dans l'infrarouge, et on a surtout plusieurs modes d'imagerie, donc l'imagerie classique, on a aussi de l'imagerie en coronographie, on a de l'imagerie par interférométrie de masquage de pupilles, donc ça c'est des choses un peu plus compliquées, mais je vais un peu moins détailler tout ça. Et même en termes de spectroscopie, on a à la fois de la spectroscopie multi-objets avec et sans fente, spectroscopie intégrale de champ, donc qui permet d'avoir des spectres dans plusieurs points d'une image. Donc on a vraiment une grande diversité, ce qui va permettre de pouvoir étudier énormément d'objets différents. Alors pourquoi je parle autant de la spectroscopie et de l'intérêt de la spectroscopie? C'est que ça nous permet d'avoir énormément d'informations. C'est vraiment un outil de base de l'astronomie et surtout de l'astrophysique pour comprendre la physique des objets.
C'est comme un prisme qui sépare la lumière et ça nous donne un arc-en-ciel. Ça va être exactement pareil. Et ce spectre qu'on récupère, donc ça nous donne la quantité de lumière qu'émet un objet selon chaque couleur, selon chaque longueur d'onde. Et ça fournit énormément d'informations très importantes, comme on peut avoir par exemple, c'est un peu comme le code barre des molécules qui va être indiqué dans les spectres, comme on peut voir ici. Donc là, par exemple, c'est le spectre du carbone, de l'azote, de l'oxygène et du fer. Donc on a vraiment une trace des molécules indiquées dans le spectre qui nous permet de savoir de savoir la composition des objets qu'on observe. À partir des spectres, on peut également avoir des informations sur la température de l'objet, mais aussi mesurer leur vitesse, leurs mouvements orbitaux. Donc on a vraiment énormément d'informations uniquement à partir d'un spectre. Et je vais continuer donc avec les premières images qui sont sorties donc pendant la mise en service du télescope. Donc un petit peu après qu'il soit entièrement déployé, tous les instruments sont allumés. Et voici la première image qui est ressortie. Donc ça, c'est une image qui a été postée le 11 février. Donc c'est avec NIRCam, donc la caméra principale en infrarouge proche. Donc voici la première image qu'on obtient. Et ça, c'est censé être l'image d'une étoile. Donc on voit qu'il y a un petit problème ici, qu'il y a encore un petit peu de travail. C'est qu'on a ici en fait 18 images qui correspondent aux 18 images prises par chacun des petits segments du miroir. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aligner petit à petit chacun de ces miroirs pour être sûr qu'on a un grand miroir avec chaque segment qui travaille les uns avec les autres. Et une fois que cette étape est terminée, voici ce qu'on obtient. Donc sur l'image d'avant, il a fallu identifier chaque image d'étoile, à quel segment elle correspond, modifier petit à petit la phase, l'amplitude, etc. Tout plein d'étapes qui se passent pour arriver à cette image finale d'alignement avec uniquement une étoile au centre. Donc tous les petits points que vous voyez autour, ce sont des galaxies de fond. Donc ça a été assez impressionnant parce qu'on ne s'attendait pas à ce que directement sur les images de calibration, on puisse voir déjà des galaxies en arrière-plan. Et au milieu, donc vous avez cette fois donc, ce qu'on appelle c'est l'image d'une étoile. On a juste un point source, donc c'est ce qu'on appelle en fait la fonction d'étalement du point. Donc ça va être la fonction d'un point source à travers l'optique du télescope, qui dépend en fait, donc c'est ce qu'on appelle les aigrettes de diffraction ici que vous voyez, qui va dépendre uniquement de la forme des miroirs du télescope. Et évidemment, cette image étant en couleur contraste augmenté pour que ce soit d'autant plus visible. Et ça a été publié donc, le 16 mars. Donc on voit qu'il s'est passé quand même un petit moment entre les premières images quand le télescope a été allumé et les étapes d'alignement. Et fin avril, on a reçu cette image-là. Donc maintenant que le télescope est aligné, que les miroirs sont alignés, il faut aussi aligner chacun des instruments. Donc NIRSPEC, NIRCam, NIRISS et MIRI ont aussi été alignés, ont aussi été calibrés, et on obtient donc cette image, c'est le champ du plan focal de l'instrument. Si on allume tous les instruments, voici ce qu'on obtient. Et ce qui est indiqué un petit peu en bas, le Fine Guidance Sensor, c'est un autre instrument qui sert à faire tout le guidage du télescope, qui est rattaché directement à NIRISS. Et alors si on zoome un petit peu sur MIRI, donc ça a été posté début mai, et on peut déjà voir l'amélioration de la qualité des images et le gain qu'on va avoir en infrarouge grâce à James Webb. On voit d'autant plus de détails avec MIRI, on voit donc déjà les étoiles sont beaucoup plus visibles, on voit les nuages de poussière qui apparaissent et toutes les galaxies en arrière-plan. La première image, c'est une image de WISE. WISE, c'est pour Wide Field Infrared Survey, qui est un télescope de 40 cm de diamètre qui a été lancé en 2009, et qui est toujours en service actuellement, même s'il est assez peu... il permettait de tuer les astéroïdes et les étoiles. Ce n'est pas le télescope le plus connu, il est assez peu connu du grand public, mais il est encore utilisé aujourd'hui. Le second, c'est Spitzer, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, donc un télescope qui faisait 85 cm de diamètre, qui a été lancé en 2003 et qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Et en ce qui concerne maintenant les premières images scientifiques, donc les premières images publiques sont sorties le 12 juillet, et il y en avait 5, images et résultats scientifiques, il y en avait 5, donc c'est ce qu'on appelle les Early Release Observations. Donc la première qui est sortie le 11 juillet, d'ailleurs un petit peu plus tôt que ce qui avait été annoncé. Donc c'est cet amas qui s'appelle SMAC 0723, qui a été annoncé publiquement aux États-Unis par Joe Biden. Donc là, on a ici un champ qui est extrêmement petit dans le ciel, et en fait on a 3 champs différents, 3 plans différents dans ce champ. On a à la fois des étoiles très brillantes, donc comme l'étoile... C'est ma souris, ce sera plus facile. Donc, comme l'étoile, par exemple, qu'on a ici au premier plan, donc une étoile qui est présente dans notre galaxie, assez proche. On va aussi avoir ici des galaxies un peu plus jaunes-blanches. Donc ça, c'est un super amas de galaxies, donc qui est déjà situé ici à 4,6 milliards d'années.
Et derrière, on va voir tout plein d'autres galaxies, et notamment des galaxies beaucoup plus vieilles, comme on peut voir ici, celles qui sont beaucoup plus rouges-orangées. Donc ça, c'est des galaxies qui sont nées juste après le Big Bang. Et en fait, ce premier groupe de galaxies ici, qu'on a en plein centre, c'est un amas tellement massif que ça va créer une déformation de la lumière des objets qui sont situés en arrière-plan. Donc la lumière va suivre cette courbure de l'espace-temps qui est entièrement déformée par cet amas très massif juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui, si vous voyez bien avec ma souris. Et ce qui crée en fait cette déformation de la lumière et ces morceaux de galaxies qui ont l'air un peu tous beaucoup plus penchés. Et ça, c'est la première fois qu'on voyait ces effets-là de manière aussi visible sur une image prise par un télescope comme ça. Et ça permet, dès cette première image, en fait, de voir déjà des visions de galaxies les plus jeunes qui n'avaient jamais été observées avant James Webb. Ah oui, ce que j'aurais pu préciser aussi, donc là, on a une image prise avec NIRCam. C'est pas le genre d'image qu'on reçoit directement, en fait, c'est une image composite, donc prise à différentes longueurs d'onde. Donc là, il y a 6 filtres. J'ai essayé la petite légende, donc il y en a 2 qui sont colorés en bleu, mais évidemment, c'est de la lumière infrarouge qu'on ne peut pas voir. 2 plus en vert et 1 plus orangé et 1 plus rouge. Et ce sont toutes ces images qui ont été composées ensemble pour donner cette image finale. Alors, si on compare avec la caméra de MIRI, donc là, on a une image à plus grande longueur d'onde, donc en infrarouge moyen. Donc on a toujours des petits objets bleus ici. Donc ça, c'est l'étoile qui est bien au centre ici. Sauf que là, elle va être beaucoup moins visible avec MIRI, puisqu'elle va être beaucoup moins brillante à plus grande longueur d'onde. On va surtout voir beaucoup plus d'étoiles qui contiennent plus de poussière. Donc la poussière va être beaucoup plus brillante à ces longueurs d'onde-là, donc ça va être beaucoup plus visible. Et tous ces objets beaucoup plus rouges, donc vraiment enveloppés de couches de poussière et de gaz qu'on va pouvoir observer ici. Et les galaxies bleues aussi, qu'on voyait très peu avec NIRCam, alors je ne sais pas si on voit très bien, qui vont être plus en fond ici. Donc ça, ce sont des galaxies qui contiennent aussi beaucoup d'étoiles, mais assez peu de poussière ici, donc avec des étoiles beaucoup plus vieilles. Donc il y a moins de gaz disponible, donc elles vont être un peu moins brillantes aussi ici. Alors j'ai quand même voulu vous mettre une comparaison de cette image avec Hubble. Donc c'était aussi une image composite avec 3 filtres sur Hubble. Alors ça, c'est une image avec Hubble qui a été prise en 1 semaine d'observation. Je l'ai un petit peu penchée pour qu'on ait à peu près la même vision. Donc on retrouve quand même ici l'étoile au centre, et on voit notamment par exemple cette galaxie un peu déformée ici, qu'on retrouve ici. Avec Hubble, il y a eu 1 semaine d'observation. Avec James Webb, c'était 12 heures pour obtenir cette image. Donc on voit qu'on a vraiment une augmentation de sensibilité qui est assez impressionnante ici. Et notamment donc, tout ce qui est nuages de poussière et beaucoup de galaxies qui vont être beaucoup plus brillantes avec James Webb grâce aux observations en infrarouge. Alors ce que je trouve très intéressant aussi avec cette image, c'est qu'on peut faire une équivalence avec le Hubble Deep Field. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette image qui a été prise en 1995, sortie en 1997, mais dont les images ont été prises en décembre 1995. Et ce Hubble Deep Field, ça avait vraiment révolutionné la vision de l'univers à cette époque, puisqu'il y a à peu près plus de 100 ans, on s'imaginait déjà être la seule galaxie dans l'univers, et avec le Hubble Deep Field, on se rend compte de la quantité de galaxies qui existaient. Rien que dans cette image, donc, qui a été prise pendant, j'ai un doute, pendant 10 jours consécutifs, donc ça représente comme si, un grain de sable, comme si on tenait à bout de doigt. Donc c'est vraiment un tout petit champ de vue sur le ciel. Et rien que sur cette image, on voit déjà plus de 3000 galaxies. Donc par extrapolation, si on imaginait sur tout le champ de ciel, ça prouvait qu'il y avait forcément des milliers de milliards de galaxies dans l'univers. Donc là, on avait vraiment une vision très impressionnante à la fin des années 95. C'était au même moment que les premières découvertes d'exoplanètes. Donc vraiment, ça révolutionne un peu la vision de l'univers. Donc ça, c'était en 95, et on voit qu'aujourd'hui, avec James Webb, en seulement 12 heures, on a déjà cette image avec, pareil, des milliers de galaxies présentes dessus. Donc ça montre un peu tout ce qui va se passer aussi par la suite. Et il y a d'ailleurs un autre champ profond, un autre deep field qui a été pris avec Webb il y a quelques jours, qui est sorti aujourd'hui. Donc peut-être vous avez pu voir ça sur Internet. Malheureusement, je n'ai pas mis à jour mes slides aujourd'hui, donc vous ne pourrez pas l'avoir dessus, mais voilà, quelque chose d'un peu similaire. Alors, il y a énormément de choses qui peuvent être dites sur seulement cette image, beaucoup de choses présentes. Un autre aspect, peut-être un peu plus au niveau de la méthode, si on regarde la spectroscopie de certaines de ces galaxies, donc les petits points qui sont présentés ici, donc on retrouve des galaxies d'âges différents. Et en fait, on voit ce décalage vers le rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va se baser sur certains éléments dont on connaît la valeur théorique de longueur d'onde. Donc ici, c'est présenté avec l'hydrogène et l'oxygène. Et on voit que plus on va regarder des galaxies vieilles, plus ces éléments vont être décalés. Donc c'est en mesurant en fait ce décalage en longueur d'onde de certains éléments connus qu'on va pouvoir revenir à l'âge de la galaxie. On mesure aussi leur vitesse d'éloignement, on mesure énormément de choses.
Donc voilà, rien que sur cette image, on retrouve donc des galaxies qui ont entre 11 et 13 milliards d'années, et une galaxie ici de 13,1 milliards d'années, donc vraiment certaines des plus vieilles qui n'avaient jamais été vues avant. Et donc ce qui est mesuré avec ce qu'on appelle le redshift, donc pour l'anglais du décalage vers le rouge, comme vous pouvez le voir sur le côté. Une autre chose qui peut être vue aussi toujours sur cette même image, alors ça c'est pas avec l'image avec NIRCam, mais avec l'imageur de NIRISS, qui a aussi un spectro. Et ici, en fait, ce qui a pu être vu, c'est qu'on se regarde ces deux petits carrés ici, donc, qui sont des galaxies un peu déformées par cet amas de galaxies qui est en premier plan, donc qui déforme la lumière de ces galaxies quand elles viennent jusqu'à nous. Et en fait, ici, en regardant la spectroscopie de ces deux galaxies, on se rend compte que c'est exactement la même. Donc là, on a une preuve réelle que c'est bien la même galaxie, enfin la lumière qui vient de la même galaxie qui a été déformée et qui est visible en fait sur ces deux points-là. Donc on a exactement le même spectre et ce sont deux galaxies qui ont émis leur lumière il y a plus de 9,3 milliards d'années. Donc ça, c'était un autre résultat très intéressant avec uniquement déjà cette première image qui est sortie le 11 juillet. Alors si je passe rapidement sur les autres résultats du 12 juillet, donc toutes celles qui sont sorties dès le lendemain. Donc ici, on a la quintette de Stéphan, donc, avec une image en infrarouge donc, composite entre NIRCam et MIRI, et la seconde avec uniquement MIRI. C'est une galaxie qui est assez connue des astronomes amateurs, parce qu'on peut la voir avec un petit télescope. Donc on a 5 galaxies, donc c'est ce qu'on appelle un groupe visuel, et on en a 4 qui vont être alignées ici. Et ces 4 galaxies, elles sont vraiment dans une danse cosmique en train de s'approcher, s'éloigner. Donc on peut voir notamment tous ces mouvements de gaz et de poussière qui n'étaient pas vraiment visibles avant, dus à toutes ces interactions gravitationnelles. On a notamment les deux du milieu ici, qui sont en train de fusionner. Et dans leur fusion, ça déclenche des nouvelles régions de formation d'étoiles, qui vont être d'autant plus visibles, et encore plus visibles avec MIRI ici, on peut voir toutes les structures ici au niveau des collisions. On a aussi la galaxie ici à gauche, donc qui est beaucoup plus proche. Il me semble qu'elle est 7 fois plus proche de mémoire. Et ici, on peut notamment voir du coup toutes les étoiles même à l'intérieur de cette galaxie. Donc aussi d'autres régions de formation d'étoiles qu'on va pouvoir voir. Donc là, on a vraiment toute la visibilité sur les poussières chaudes et sur toutes les structures aussi des galaxies. Et avec MIRI, on va pouvoir donc percer en fait, à travers les régions poussiéreuses pour voir vraiment toutes ces zones de formation stellaire qui étaient complètement invisibles avec les instruments qu'on avait jusqu'à maintenant. Et de nouveau, comme sur la plupart des images James Webb, on a toujours toutes ces petites galaxies d'ailleurs en background qu'on peut toujours observer, donc toujours en arrière-plan. Et une autre chose intéressante aussi, c'est que dans cette galaxie ici en haut, on a ce qu'on appelle un noyau actif de galaxie, donc c'est un trou noir supermassif au milieu de la galaxie, qui est extrêmement lumineux, ça fait plus de 40 fois la luminosité du Soleil et plus de 24 fois la masse du Soleil. Et ça, en fait, c'était très peu visible avant. Et là, avec MIRI, on le voit extrêmement bien, parce que ça accrète énormément de poussière qui émet énormément en infrarouge moyen. Donc là, c'était vraiment un nouveau résultat aussi très intéressant de pouvoir vraiment voir ce noyau actif de galaxie. Une autre image absolument magnifique. Donc ça, c'est la nébuleuse de la Carène, que vous avez probablement vu passer. Je trouve que c'est celle qui a eu le plus de succès quand ces résultats sont sortis en juillet. Donc c'est en réalité seulement un petit morceau de la nébuleuse de la Carène. Donc les nébuleuses, ce sont des régions où se forment les étoiles. Et là, ça révèle pour la première fois cette zone de formation d'étoiles avec une aussi grande précision qui était vraiment très peu visible aussi avant, quand on regardait uniquement en lumière optique. Donc c'est essentiellement du gaz, de la poussière, et on a vraiment tout ce montage, tout ce paysage de montagnes, de vallées, avec des étoiles aussi très scintillantes. Donc l'image se divise vraiment en deux parties. On a tout ce haut d'image là qui est plus bleuté, et en comparaison avec le bas. Donc le haut, c'est vraiment toute cette cavité dans la nébuleuse dans laquelle il y a beaucoup moins de gaz, beaucoup moins de poussière. Donc on a des étoiles qui sont vraiment très brillantes, comme vous pouvez voir ici, donc même d'ailleurs beaucoup plus brillantes que le Soleil. Et ces étoiles, ce sont des étoiles très jeunes, très massives, qui vont émettre des forts champs, des forts rayons et très énergétiques, à la fois en UV, à la fois en rayons X, et énormément de vents stellaires, qui vont venir en fait éroder la seconde partie de la nébuleuse, qui vont venir vraiment percer cette partie ici. Et foudroyer, et foudroyer en fait cette zone de la nébuleuse, créant en plus des nouvelles régions de formation d'étoiles. Donc toute cette région-là, avant plus orangée, elle était entièrement opaque au rayonnement visible. Donc là, en observant en infrarouge, on peut voir un peu plus ce qui se passe, et notamment certains objets comme ce qu'on a ici, là, qui ressemble un petit peu à une comète, où on ne voit pas trop bien ce que c'est. En regardant en infrarouge, on va vraiment voir en fait qu'ici, en regardant même aussi avec MIRI, d'ailleurs, on voit même un peu mieux, on voit qu'on a vraiment ici une étoile qui est en train de se former et avec tout son petit cocon de poussière tout autour. Donc c'est plein de nouveaux éléments ici qui apparaissent.
J'aurais pu ajouter aussi donc, ces falaises en fait, cosmiques qu'on peut voir là, qui sont assez impressionnantes. En fait, ce sont des objets qui sont immenses. Là, rien que sur cette petite falaise-là, ça fait plus de 7 années-lumière, rien que cette petite partie-là. Donc vraiment un objet immense sur la nébuleuse. Maintenant, on a une autre nébuleuse. Donc ça, c'est la nébuleuse de l'anneau austral. Donc nébuleuse, c'est aussi un nom un peu historique. Donc là, ça n'a rien à voir avec les nébuleuses de formation stellaire qu'on avait avant. Là, on a une étoile qui est en train de mourir, donc une étoile assez massive, mais pas si massive au point de créer une supernova. Là, donc plutôt une étoile qui meurt en fait comme le Soleil va mourir dans quelques années. Donc on a ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc une nébuleuse planétaire, c'est un peu historique aussi comme nom. C'est en fait un nuage de gaz étendu qui va être éjecté autour de cette étoile, donc qui va éjecter ses couches externes. Donc l'étoile en mourant, elle grandit jusqu'à devenir une géante rouge et elle éjecte ses parties externes. Et toutes ces couches de gaz qu'elle éjecte, en fait, on les voit vraiment très bien ici, et d'autant plus avec MIRI, on peut vraiment comprendre la structure. Ce qui est intéressant avec MIRI aussi, c'est qu'on peut voir ici qu'en fait, c'est une étoile binaire. Donc on a deux étoiles, on a l'étoile rouge, donc la géante rouge ici qui est en train d'éjecter ses couches, mais on a aussi une seconde étoile qui est à l'intérieur de la nébuleuse, qui est beaucoup plus blanche et qui est en fait à un stade moins avancé que cette géante rouge. Donc on a en fait un stade transitoire ici qui est vraiment beaucoup plus visible que ce qu'on aurait pu voir avant, par exemple avec Hubble. Et enfin, le dernier résultat qui a été présenté en juillet, donc ce n'était pas une image mais un spectre. C'est un spectre d'une exoplanète donc, qui s'appelle WASP-96b, donc au spectre de l'atmosphère d'une exoplanète. Donc une exoplanète, c'est une planète géante qui est une planète en dehors du système solaire. Donc ici, on a une planète géante qu'on appelle un Jupiter chaud. Donc c'est une planète à peu près comme Jupiter, mais elle est beaucoup plus proche de son étoile, donc beaucoup plus chaude. C'est pour ça qu'on appelle ça un Jupiter chaud. Et c'est une planète qui fait le tour de son étoile en seulement 3,4 jours. Et qui est plutôt simple à identifier avec cette méthode que je vais détailler un petit peu après. Donc on a vraiment une planète qui n'a rien à voir avec la Terre ici. Et donc sur ce spectre qui a été publié, donc tous les petits points blancs sont des points de mesure, et ce qu'on voit au milieu en bleu, c'est en fait un modèle qui va passer à travers les points, qui prouve ici la présence d'eau, donc de la vapeur d'eau, dans l'atmosphère de cette planète. Alors pour obtenir un spectre comme ça, je me devais d'un petit peu plus détailler ce qui se passe ici. Donc ce qu'on a indiqué ici, en fait, c'est qu'on mesure la quantité de lumière bloquée par l'atmosphère en fonction donc, de la longueur d'onde. Donc pour mesurer en fait cette quantité bloquée, donc on utilise une méthode qui s'appelle la spectroscopie de transit. Donc observer le transit d'une exoplanète, c'est observer la diminution du flux de l'étoile quand la planète passe devant son étoile. Donc voici un transit typique qu'on peut obtenir. Donc en réalité, on n'a pas une belle courbe, mais plein de petits points comme ce qu'on peut voir ici. Et ça, on peut l'observer à plusieurs longueurs d'onde, donc dans plusieurs couleurs, comme ce que je vous ai indiqué à côté. Et en fait, à plusieurs longueurs d'onde, on va sonder plus ou moins loin dans l'atmosphère et voir du coup une profondeur de transit qui va avoir une taille légèrement différente, comme on peut voir juste ici. Et ça revient d'ailleurs on peut mesurer cette différence de flux et revenir au rayon d'ailleurs de la planète. Et du coup, en observant à plusieurs longueurs d'onde, on va voir la quantité de lumière qui va être bloquée par l'atmosphère de la planète, et c'est comme ça qu'on peut obtenir un spectre de ce genre-là, donc qui prouve qu'on a ici de la détection de l'eau. Alors je vais continuer avec des résultats d'autres programmes scientifiques. Donc là, on va passer aux résultats qu'on appelle les résultats d'ERS, donc l'Early Release Science, donc des résultats qui ont été publics immédiatement après être sortis. Il y en a énormément, il y a beaucoup de résultats qui sont sortis. Je les ai choisis de manière assez arbitraire et je vais juste vous présenter mes préférés ici. Donc, je travaille sur les exoplanètes, donc vous verrez que c'est un peu plus orienté exoplanète que galaxie. Et du coup, je continue avec des exoplanètes, avec un autre Jupiter chaud qui s'appelle WASP-39b. Donc à une période, lui, de 4 jours, qui est d'ailleurs un peu moins massif que Jupiter. Il y avait déjà de l'eau détectée dans l'atmosphère de cette planète. Et là, on a son transit qui a été observé à plusieurs longueurs d'onde, donc dans plusieurs couleurs. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que les données, donc par exemple ici, les données prises à la longueur d'onde qui est représentée ici en rouge, on voit que la planète bloque un petit peu moins, l'atmosphère de la planète bloque un petit peu moins de cette couleur que ce qu'on avait par exemple, ce qu'on a juste ici. Et avec cette différence-là, on va pouvoir voir en fait qu'on a une détection ici. Hop, je vais déjà passer à la slide suivante. Donc on a une détection de CO2 qui a pu être détectée dans l'atmosphère de cette exoplanète. Et c'était la première détection de CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète. Donc ça, c'est un résultat ici vraiment très intéressant, puisqu'on avait des suspicions de CO2 dans d'autres atmosphères d'exoplanètes avec des instruments au sol. Mais là, on a eu une très bonne précision qui nous prouve, surtout en observant ces longueurs d'onde-là, c'est beaucoup plus facile de détecter le CO2. Donc là, on a une détection de CO2 dans un Jupiter chaud. Donc ça, c'est une méthode donc, qui s'avère très bien marcher pour les Jupiter chauds. C'est des planètes qui tournent autour de leur étoile assez rapidement. Mais il y a plein d'autres planètes qu'on va chercher aussi à observer avec des méthodes des fois plus compliquées.
ou des types de planètes un peu plus challengeantes. Par exemple, il y a les planètes trappistes. Alors, c'est un système assez célèbre. C'est un système qui a 7 planètes, dont des planètes rocheuses un peu similaires à la Terre. Et les programmes qui observent les planètes trappistes en transit pour notamment essayer de détecter du CO2, ils sont en train d'être effectués. Il y a des observations de trappistes qui ont été faites en début de semaine. Il y en a d'autres qui ont été faites d'ailleurs dans l'après-midi. Donc ça, c'est des résultats qu'on espère avoir prochainement. Donc c'est des résultats qui sont privés, qui sont internes à notre équipe, mais qui arriveront petit à petit aussi par la suite. Donc peut-être on aura des détections de CO2 sur des planètes rocheuses, si elles ont une atmosphère, ce qu'on ne sait pas encore, grâce à ce type de méthode. Alors si je continue sur les exoplanètes, donc ça, c'est un autre résultat qui a été présenté. Donc ça, ce sont les premières images d'exoplanètes qui ont été faites avec James Webb. Donc cette fois, on va plus s'intéresser à des planètes très proches de leur étoile, comme ce qu'on avait avant avec les transits, mais on va s'intéresser à des planètes beaucoup plus loin. Et là, on va vraiment chercher à faire des images de planètes. Donc pour faire des images de planètes, il faut qu'elles soient vraiment peu contaminées par la lumière de l'étoile et qu'elles soient aussi assez brillantes. Donc on va s'intéresser à des planètes plutôt chaudes, mais surtout très loin de leur étoile. Donc ce sont aussi des Jupiters, mais on ne les nomme pas trop Jupiter chauds. Ils sont d'ailleurs un peu moins chauds que les planètes qu'on avait avant, qui sont autour de 2000 Kelvin. Ici, on a une planète qui est aux alentours de 1500 Kelvin. Et donc ça, ce sont les premières images d'exoplanètes qui ont été faites, donc en infrarouge moyen, notamment qu'on peut voir ici avec MIRI, où la planète est extrêmement brillante et très visible, si on compare avec une image qui avait été faite ici au VLT avec l'instrument SPHERE en 2017. Donc c'est une étoile qui est, une planète qui est 100 fois plus loin de son étoile que la Terre comparée au Soleil, par exemple. Et alors pour faire ce genre d'image, il faut qu'on utilise la coronographie. Et je l'ai déjà mentionné quand je vous parlais des différents types d'imagerie. La coronographie, c'est une méthode en fait qui consiste à faire un masque, d'avoir un masque au niveau de notre télescope qui va permettre de cacher la lumière de l'étoile pour diminuer le contraste entre l'étoile et la planète et du coup faire apparaître la planète qui va paraître beaucoup plus brillante. Et les coronographes de l'instrument MIRI qui ont permis de faire ces images-là ont été faits dans mon labo. Donc voilà, on était assez satisfaits de voir ces premières images d'une exoplanète avec MIRI. Et du coup, pour annoncer un petit peu des observations qui ont été faites cette nuit et aujourd'hui, et qu'on va avoir dans notre équipe dans la semaine, donc sur lesquelles on va pouvoir travailler très prochainement. Donc, c'est les observations du système HR 8799, qui est un système qui est très connu dans notre milieu, dans notre domaine en imagerie d'exoplanètes, puisque c'est le premier système qui a été imagé avec plusieurs planètes, et qui est notamment observé depuis assez longtemps, parce que les premières observations ont été faites en 2008-2010. Donc il y a pu avoir une certaine accumulation de données qui fait qu'on peut avoir aujourd'hui ce genre de petits films. Donc ça, c'est évidemment avec un instrument au sol, pas du tout avec James Webb, où on voit les planètes qui se déplacent. Donc on a 4 planètes, ici qui est un petit peu moins brillante, et les planètes C, D et E qui sont ici. Et donc ça, c'est des observations qui ont été faites très récemment. Et du coup, je fais une petite pub pour le compte Twitter qui présente les observations faites actuellement. Et donc ça, c'était à 23h45 hier soir. Donc on devrait avoir les données très bientôt qui arrivent pour montrer les premières images de ce système aussi avec MIRI. Un dernier résultat encore en exoplanète. Donc ça, c'est le spectre de VHS 1256b. Donc c'est la première fois qu'on avait un spectre d'exoplanètes avec des valeurs supérieures à 5 microns qui nous apportait énormément d'informations. On ne parle pas réellement d'exoplanète quand on parle de cet objet, on parle d'un compagnon de masse planétaire. Il s'agit en fait d'un objet qui fait 20 fois la masse de Jupiter. Donc on ne sait pas trop si c'est une exoplanète ou si c'est ce qu'on appelle une naine brune. Donc une naine brune, c'est un objet qui ressemble un peu à une étoile, mais qui n'est pas assez massif non plus pour être une étoile. Mais c'est un peu trop massif pour être une exoplanète. Donc on est un peu entre les deux, c'est pour ça qu'on appelle ça pour l'instant un compagnon de masse planétaire. C'est la définition qui a été donnée dans les premiers articles sur cet objet. Et en fait, on a énormément de choses à apprendre, puisque justement, on ne sait pas trop ce que c'est un peu cet objet qui se situe un peu entre une exoplanète et une naine brune. Et en ayant ce spectre supérieur à 5 microns, on a énormément d'informations. Donc là, on voit déjà qu'il y a des lignes d'absorption dues au sodium, au potassium, on a des détections d'eau, de CO, de méthane. Et le nouveau résultat très intéressant ici, c'était ça, c'est les nuages de silicates. Donc là, on a une preuve qu'il y a des nuages de silicates sur cet objet. Donc on a une preuve qu'il y a des nuages sur cet objet. Et c'est un objet qui présente énormément de variabilité. Si on compare des observations faites en ce moment, des observations qui ont été faites il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a énormément de variabilité. Donc on cherche à comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère de ce type d'objet pour comprendre d'où vient cette variabilité. Et là, en prouvant qu'il y a des nuages ici, on a déjà une idée qu'il y a en fait des nuages inhomogènes présents à la surface de cet objet. Donc ça peut être aussi dû, ces variabilités, à des gradients de température, à des mouvements dans les atmosphères dus à des déséquilibres de chimie. Et ça pourra aussi être caractérisé en mesurant les quantités, par exemple, de méthane et de CO pour mesurer le déséquilibre qui se passe dans la chimie des atmosphères.
Donc là, on avait énormément de nouvelles informations. Donc il y a eu une première publication sur cet objet-là, mais il y en a énormément d'autres qui vont arriver uniquement en étudiant ce spectre ici. Et je vais essayer d'aller un peu rapidement sur les prochains que je voulais vous présenter. Donc je m'éloigne un petit peu de ce que je connais le mieux, mais je vais quand même parler un petit peu de planètes, juste présenter rapidement les images Jupiter. Donc ça, c'est une image prise avec NIRCam, donc dans 3 filtres différents, qui a été recolorée évidemment. Donc les parties les plus lumineuses, c'est ce qui se passe un peu plus en haute altitude. Donc en sondant l'atmosphère à différentes longueurs d'onde, on va sonder différentes altitudes aussi dans l'atmosphère. Donc on voit que la région équatoriale ici, où la grande tache rouge vont être beaucoup plus lumineuses. Donc ça, c'est des choses qu'on voit plus en altitude. Cette grande tache rouge dans le visible évidemment. Ici, on a une grande tache blanche. Donc c'est une tempête qui dure depuis plus de 300 ans et qui fait 3 fois la taille de la Terre. Et en fait, ce sont des zones qui reflètent beaucoup plus la lumière du Soleil. C'est pour ça qu'elles sont d'autant plus visibles. Ce qui est impressionnant ici, c'est qu'on voit très bien les aurores qui sont dues aux interactions magnétiques avec Io, la lune de Jupiter. Mais aussi, on voit différentes brumes, différents types de nuages, etc. Et si on regarde en grand champ, ce qui a été très impressionnant aussi, c'est qu'on voit déjà des lunes, mais aussi on voit également les anneaux très très fins de Jupiter qui sont 1 million de fois moins lumineux que la planète, mais ici en infrarouge, ils vont être visibles. Si on continue avec Neptune, ça a été très intéressant aussi de l'observer avec James Webb, puisqu'on voit qu'en infrarouge, Neptune n'apparaît pas bleu comparé aux images qu'on avait avant. C'est en fait parce que le méthane qui est présent dans l'atmosphère de Neptune absorbe très fortement la lumière en rouge et en infrarouge. Donc la planète va paraître beaucoup plus sombre en infrarouge. Et il y a uniquement la présence de nuages en haute altitude, comme on peut voir ici, qui va beaucoup plus réfléchir la lumière du Soleil, qui fait que la planète apparaît beaucoup plus brillante ici. C'est aussi la première fois depuis 30 ans, donc depuis les données de la sonde Voyager, qu'on pouvait observer de nouveau les anneaux de Saturne, et la toute première fois qu'on les observait en infrarouge. Et on a aussi d'autres résultats très intéressants uniquement avec cette image, c'est que le fait de voir ce mouvement ici, ça nous prouve qu'il doit y avoir une certaine circulation globale, ou en tout cas ça nous donne des indices de circulation globale dans l'atmosphère, donc des mouvements qui se passent dans l'atmosphère, probablement dus à des nuages, des orages, etc. Donc là, il y a encore énormément de choses à faire en termes de science pour étudier l'atmosphère de Neptune grâce uniquement à ces nouvelles images. Et de même, si on l'observe en plus grand champ, en fait, on peut voir plusieurs de ces lunes. Donc là, sur uniquement cette image-là, on voit 7 de ces lunes, et notamment Triton, qui est extrêmement brillant, puisque Triton est recouvert d'une couche d'azote qui est beaucoup plus brillant en infrarouge et reflète aussi plus de 70% de la lumière du Soleil ici. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus visible même que Neptune. Et il y a énormément d'études sur Triton qui vont être faites avec James Webb et qui arrivent d'ici l'année prochaine. Et je vais terminer en vous montrant 5 belles images que je vais beaucoup moins détailler parce que ça s'éloigne beaucoup de mon domaine. On a ici la galaxie du fantôme qu'on peut observer avec Hubble et Webb à la fois et avec Webb en infrarouge. On voit à quel point, par exemple, ici, le noyau va être complètement dévoilé grâce à ces données en infrarouge et comment la structure va être visible de manière très différente comparée à ce qu'on avait avec Hubble. On va vraiment pouvoir percer à travers la poussière et étudier les structures, étudier aussi des nouvelles régions de formation d'étoiles. Donc vraiment étudier toute la structure spirale de cette galaxie. Ensuite, on a la galaxie de la roue du chariot. Donc une galaxie qui est née en résultant d'une collision entre 2 galaxies, donc une galaxie spirale et une plus petite galaxie, donc qui n'est pas visible ici. Et on a toute une structure ici, donc on a cette collision au milieu, et cette structure ici de gaz qui s'en échappe, qui va venir créer des nouvelles régions de formation d'étoiles en ionisant petit à petit le gaz autour et en réchauffant le gaz qu'il y a autour. Et donc ça, c'est tout plein d'éléments, on va pouvoir apprendre un peu tout ce qui se passe en observant un peu plus avec James Webb et comprendre ce stade transitoire de collision de galaxies. On a aussi la nébuleuse de la Tarentule, donc observée à la fois avec NIRCam et avec MIRI. Donc pareil, donc ça c'est la région d'ailleurs où le taux de formation d'étoiles est le plus élevé. Et là, on a quelque chose d'assez similaire avec ce qu'on avait avec la nébuleuse de la Carène, avec des étoiles très jeunes ici, qui vont venir éroder les parois de la nébuleuse dans ces régions beaucoup plus de gaz et de poussière. Et voilà, avec MIRI, pareil, donc les étoiles très brillantes vont être moins brillantes en infrarouge moyen, mais on va vraiment pouvoir observer beaucoup plus en détail ces régions-là. Et de même, à chaque fois, on observe d'autant plus de galaxies en arrière-plan, donc peut-être pas trop visible avec le vidéoprojecteur, mais voilà, toujours plein de galaxies en arrière-plan qu'on peut observer. Alors ici, on a ce qu'on appelle une étoile de Wolf-Rayet.
Ce n'est pas un objet qui est si connu que ça, mais que je trouve très très intéressant. Donc on a en fait une paire d'étoiles brillantes au milieu de l'image. Et ici, on a 17 anneaux concentriques qu'on peut observer. Et avant, avec les autres instruments, on pouvait en observer un ou deux, mais on n'avait jamais pu observer autant d'anneaux. Et en fait, ce sont les couches externes, donc du vent stellaire, qui éjectent aussi les couches externes de l'étoile, avec principalement des matériaux carbonés ici. Donc des éléments beaucoup plus lourds qui vont être éjectés et qui vont à leur tour créer des nouvelles régions de formation d'étoiles. Et on pense d'ailleurs que c'est comme ça qu'a été créé, que s'est formé le Soleil. Et en fait, ces régions-là, ça marque le temps au fur et à mesure des régions d'éjection, à la même manière qu'on pourrait regarder le tronc d'un arbre et mesurer l'âge uniquement en mesurant les différents anneaux qu'on aurait dans le tronc d'un arbre. Donc c'est ça que je trouve cette image aussi très intéressante. Et à partir de ces images, il a pu être évalué du coup un peu plus d'informations sur cette étoile et notamment montrer qu'elle avait perdu au moins 50%, enfin de cette paire d'étoiles, montrer qu'elle avait perdu au moins 50% de sa masse. Donc on voit que MIRI, notamment l'instrument MIRI, c'est une image posée avec MIRI ici, est vraiment parfaitement qualifié pour étudier donc, ces anneaux de poussière et d'éléments qu'il y a autour. Et je vais terminer avec cette image, donc une des images les plus célèbres prises avec Hubble, donc les piliers de la création qu'on peut voir ici en visible avec Hubble et qu'on peut aussi voir en infrarouge proche avec NIRCam et enfin avec MIRI et voir donc les différences entre ces images et la grande complémentarité en fait qu'on a entre les instruments. Donc Hubble et James Webb est considéré comme le successeur de Hubble, mais on a vraiment une grande complémentarité en observant à plus grande longueur d'onde et en observant plusieurs fois ces différents objets. Et je vais m'arrêter là.